Zakweli. Bonjour Kala. Bonjour Natacha, bonjour à toutes et à tous. Ce matin, nous sommes avec la députée Estelle Youssoufa. Bonjour madame. Bonjour Kala, bonjour à tous. Merci d'être avec nous ce matin. D'abord, je vais vous faire réagir. L'insécurité est toujours présente dans notre île. Mayotte se réveille avec la mort de ce jeune homme qui était souvent sur les barrages à Tsingoni et qui a été tué hier soir. Votre réaction? Oui, je présente mes condoléances à la famille de ce monsieur, mais aussi à celle de Oustad Abbassi Hamza Peri qui a été tué cette nuit chez lui alors que des personnes sont rentrées dans son domicile. Je sais que pour tout Mayotte, pour les barragistes, le décès à Tsingoni, celui de Hamza Peri nous rappelle que la violence est le quotidien, c'est le cœur du mouvement qui secoue notre île. Ça nous alerte aussi sur le fait qu'il faut laisser les forces de l'ordre travailler et on a besoin qu'elles puissent se consacrer uniquement à leur mission de ramener le calme et la paix et la sécurité sur l'île. Je sais que les barragistes, les forces vives attendent avec impatience, comme nous tous, la lettre du gouvernement pour mettre fin au mouvement. Je pense qu'il ne sera que trop temps. Je sais qu'on est tous à bout. On l'a entendu dimanche lors des négociations. Et ces deux morts nous rappellent tristement que vraiment la violence qui s'abat sur Mayotte ne s'arrête jamais. Vous dites que les forces de l'ordre ont besoin de se consacrer justement à protéger la population. Est-ce que vous appelez à la levée des barrages? Je n'appelle à rien du tout. J'ai participé aux négociations dimanche. J'ai entendu les propos des forces vives comme ceux du gouvernement. Il y avait du dialogue, il y avait du respect et il y avait aussi des attentes claires. Donc chacun a pris des engagements, que ce soit le gouvernement de mettre par écrit ce qui a été proposé et pour les forces vives, une fois qu'elles auraient reçu le document, de lever le barrage après concertation. Voilà, les choses ont été dites, chacun a sa parole. Moi, j'ai toute confiance dans les forces vives pour agir en responsabilité. Je sais que ce sont des hommes et des femmes, des pères de famille, des personnes engagées qui le font pour le bien de l'île. Et elles ont, Badirou l'a expliqué publiquement, tous extrêmement fatigués, comme le reste du département, de ce mouvement social qui a beaucoup duré et qui vient s'accumuler. Gérald Darmanin a annoncé Wambushu 2 sans plus de détails. Vous souhaitiez justement, vous avez demandé ce Wambushu 2, mais qu'attendre réellement de ce Wambushu 2 parce qu'avec le 1, on n'a pas l'impression que ça a eu l'effet escompté. J'ai demandé Wambushu 2 comme tous les autres élus depuis plusieurs mois. On a expliqué que Wambushu 1 avait été arrêté dans son élan parce que les forces de l'ordre avaient dû partir dans l'Hexagone pour ramener le calme parce qu'il y avait les émeutes urbaines. Je pense que vous vous en souvenez. Et en fait, vous vous souvenez qu'on a eu plusieurs mois de calme et puis à partir du mois de novembre, pour une succession, à mon avis, d'éléments. Je pense qu'il y a eu des changements à la tête des forces de l'ordre à Mayotte. Il y a eu la sortie de celles et ceux qui avaient été arrêtés. Certains ont repris les chemins des violences. Et donc, ça démontre que quand il y a une mobilisation des forces de l'ordre, en nombre, en masse à Mayotte, et bien on arrive à procéder aux arrestations. Il y en avait eu plus de 80-90 pour les chefs de gang et ça avait quand même changé un peu l'équilibre des forces. Même donc, si moi je ne vois pas d'autre solution que
donner aux forces de l'ordre tout le mandat et tous les renforts nécessaires pour ramener le calme à Mayotte. Ici, les membres de Force Vive, mais des élus aussi, comme le maire de Mamoudzou notamment, lui disait, ils appellent les forces de l'ordre à changer de doctrine, c'est-à-dire à ne pas juste dégager les accès quand il y a des affrontements, mais plutôt d'aller chercher les délinquants dans les collines où ils sont cachés. Mais quand on a vu Wambushu 1, justement, c'était exactement comme ça que fonctionnaient les forces de l'ordre. Est-ce que avec Wambushu 2, on peut s'attendre à un changement? Alors, Kala, pardon, mais je ne fais pas partie de l'exécutif, je ne fais pas partie des forces de l'ordre. Je veux juste clarifier. Je vais reprendre ce qui a été dit lors des négociations. Effectivement, et je l'ai longuement développé devant le responsable de la gendarmerie qui est arrivé de Paris dans la délégation du ministre de l'Intérieur. Nous avons tous, forces vives et élus, expliqué qu'il fallait être plus offensif lors de Wambushu 2, changer probablement de tactique. C'est une réflexion qui est en cours. Le ministre lui-même a reconnu que Wambushu 2 serait perfectible, qu'il y aurait des améliorations et des leçons apprises de Wambushu 1. Moi, j'ai longuement expliqué devant le responsable de la police nationale et celui de la gendarmerie que la logique des dispersions avec les gaz lacrymogènes ne pouvait pas continuer. La logique de noyer tout un quartier sous les lacrymogènes parce que les délinquants descendent dans les zones habitées pour semer la terreur, en fait, c'était insupportable pour les populations, que nos enfants étaient traumatisés, ce qui a été parfaitement entendu. Par contre, et on a tous demandé des munitions qui soient plus invalidantes, qui soient plus brutales pour les délinquants et les criminels, ça demande quand même une modification importante de la doctrine des forces de l'ordre, mais je pense que le message a été entendu. Vous dire comment est-ce qu'il va être appliqué, j'en ai aucune idée. Gérald Darmanin a parlé de rideau de fer maritime. Vous voulez qu'on mette en place Frontex avec des patrouilleurs et que la marine nationale également protège les frontières maritimes de Mayotte. Que vous a répondu le ministre sur ce point? Le ministre, lors de ses annonces, mais je pense que ça a été public, a expliqué qu'il voulait faire le rideau de fer en mer et qu'il y aurait des négociations avec le ministère des Armées pour mobiliser nos forces de défense pour la protection en mer. Je pense que protéger notre lagon, ça veut dire évidemment mobiliser la Marine nationale, ça veut dire mobiliser Frontex avec des fonds européens pour faire les investissements nécessaires. Et j'ai posé l'idée que Mayotte soit le laboratoire pour qu'enfin on crée des gardes-côtes. C'est une force spécialisée pour la protection des côtes. La France est un des rares pays maritimes qui n'en a pas. Et c'est un serpent de mer, si vous me passez l'expression. Ça fait des décennies que les ministres de l'Intérieur successifs y réfléchissent. J'aimerais bien que Mayotte puisse avoir des gardes-côtes. Ça nous permettrait de protéger nos frontières. Et puis Frontex, ça voudrait dire mobiliser l'argent européen, mais aussi des forces européennes pour appuyer la gendarmerie et la police nationale. Vous savez, si on arrive à ce que la Marine nationale, Frontex, des gardes-côtes protègent nos frontières, ça voudrait dire que notre gendarmerie nationale, notre police nationale serait à terre pour nous protéger physiquement. Et que tout ce qui relève de la lutte contre l'immigration clandestine serait pris en charge par des forces spécialisées. Voilà, moi et tout le monde autour de la table, autour du ministre Darmanin et de la nouvelle ministre de l'Outre-mer, on a été très clair. On a besoin de réponses fortes parce que le problème est gravissime et que la réponse avec le droit du sol et l'abolition du visa territorialisé, ce n'est qu'une partie de la réponse. Il va falloir muscler la protection de notre frontière parce que la menace migratoire et l'arrivée quotidienne des bateaux ne fait que s'accentuer. Et justement, pour lutter contre l'arrivée de ces bateaux, on sait que cette question migratoire ne concerne pas que les Comores aujourd'hui, mais on a tous ces migrants qui viennent du continent. Est-ce que vous êtes entré en contact avec le Quai d'Orsay, notamment que Catherine Colonna n'est plus là?
Alors, j'ai déjà posé une question dans l'hémicycle à Monsieur Séjourné, le nouveau ministre des Affaires étrangères qui n'était pas là. Et demain, le ministre Séjourné sera en commission des Affaires étrangères. Je pense que vous pouvez me faire confiance pour lui poser directement la question. D'accord. La fin du droit du sol à Mayotte exigera forcément une réforme constitutionnelle. Est-ce que vous êtes confiante sur ce point? Je ne suis pas confiante. Je pense qu'il y a beaucoup de travail. Vous l'avez entendu, j'ai passé ma journée hier sur les plateaux de télévision dans l'Hexagone parce que le débat est extrêmement passionné. Pour rappeler que le sujet de l'abolition du droit du sol, qui est un droit qui date de l'ancien régime, hein, qui a donc plusieurs siècles dans notre pays, ce débat du sol est déjà adapté pour Mayotte. Il faut l'abolir et il faut surtout que les partis prennent leurs responsabilités et agissent pour Mayotte. Il n'est pas question d'utiliser ce débat sur le droit du sol en l'amenant sur une hypothétique modification pour le reste du pays, alors que c'est pas sur la table, c'est seulement pour Mayotte. Il faudrait pas que, je pense, pas seulement au NUPES, parce que bon, on connaît leur position, mais que les LR et le Rassemblement national agissent en responsabilité et se préoccupent de Mayotte en votant dans le sens de cette proposition. Si on arrive à avoir cette partie-là de l'hémicycle et au Sénat, ça pourrait passer, mais il ne faut pas que le débat parte sur l'abolition du droit du sol pour tout le pays, c'est pas le sujet. Et puis ça ne passera jamais parce que c'est très compliqué, c'est symbolique. Qu'on se concentre, moi, ma mission et celle de mes collègues parlementaires à Paris, ce sera de convaincre pour que tous on arrive à faire entendre à nos collègues, pour certains nos camarades dans les partis, qu'il faut se concentrer, qu'il y a urgence pour Mayotte et qu'il faut stopper l'appel d'air, il faut stopper la pompe aspirante du droit du sol pour qu'on n'ait plus de bébés papiers, qu'on arrête de voir des Kwassa entiers débarquer avec des gosses ou des femmes enceintes, parce que une fois qu'ils ont mis le pied sur le territoire, ils espèrent avoir des papiers et ils obtiennent des visas de parents potentiellement français, parce que ça, c'est quand même 90% des visas qui sont délivrés à la préfecture. C'est parce que des mamans disent mon enfant, il n'est pas expulsable parce que il est potentiellement français à 18 ans et d'ici là, j'ai des papiers. Et ça, il faut qu'on y mette fin. L'abolition du droit du sol, ça nous permettrait de sortir un peu par le haut, même si, et ça, je vais être très claire, il y a quand même la loi Mayotte qui est sur la table, proposée par le gouvernement et qu'on doit négocier. C'est les autres réponses qui sont nécessaires pour Mayotte. Moi, je n'oublie pas qu'il y a la question de la convergence sociale qui est très importante. Il y a la question des investissements pour les infrastructures. On ne lâche pas le morceau. Il y a des investissements important pour justement sur ce point, Estelle Youssoufa, la section régionale du syndicat de la magistrature dénonce ces annonces de Gérald Darmanin sur la fin du droit du sol et appelle plutôt à une harmonisation du droit avec plus de social, de santé et d'éducation. Vous répondez quoi? Je réponds au syndicat de la magistrature qu'il ferait mieux de s'occuper d'appliquer la loi telle qu'elle existe au lieu de trifouiller et de faire de la politique. Parce que ces gens-là se sont déjà illustrés en luttant contre Wambushu. Pour celles et ceux qui passent du temps au tribunal, on sait qu'il y a beaucoup de peines qui sont particulièrement légères à Mayotte. Donc j'aimerais bien que le syndicat de la magistrature fasse son travail au lieu de faire de la politique. La fin de titres de séjour territorialisés devrait être dans la loi Mayotte, mais je me pose toujours cette question, est-ce qu'on a réellement besoin de la loi Mayotte pour ça? Alors, le décret qui avait mis en place le visa territorialisé est maintenant passé dans la loi. Donc, on ne peut passer que par la loi pour le défaire. Et effectivement, moi, j'avais déposé des amendements pour l'abolition du visa territorialisé. Ça avait été examiné au Parlement, rejeté, mais examiné. Donc, ça veut bien dire que c'est par la loi qu'on peut passer. Que l'on doit passer, pardon. Et Estelle Youssoufa, parce que nous allons bientôt finir cet entretien, juste on me le Oustad Abbas de Mtsapéré n'est pas décédé, il a été blessé mais pas décédé. Ah, pardon. Excusez-moi, c'est une bonne nouvelle et je suis heureuse de l'entendre et je lui souhaite alors un prompt rétablissement. Pardon.
Avant de conclure notre entretien, vous resterez également avec nous hein, pour répondre à nos auditeurs auditrices. Mais je vais vous poser cette question que j'avais posée à votre suppléant Saïd Krambi hier. Le mouvement parce qu'avec ce mouvement actuellement, on voit le collectif 2018, mais pas le collectif loi 1901. Pourquoi cette distance entre vous et Saïd Krambi? Alors, Saïd Krambi est mon suppléant, mais son engagement ne regarde que lui. Ce qu'il fait dans le mouvement et les forces vives est à titre personnel. Ça ne me lie pas. Ce n'est pas dans mon activité de parlementaire et ses activités personnelles et son engagement, c'est un citoyen comme un autre. Il est tout à fait libre de prendre des positions. Merci beaucoup Estelle Youssoufa pour cet entretien. Évidemment, vous restez avec nous pour la suite de l'émission. La première